et mon collègue et mon ami professeur Ahmed Saadi pour cette invitation. C'est vrai, le brassage des cultures associé au brassage des méthodes, c'est le gage de la réussite de nos rencontres. Je suis très content d'être parmi vous et je connais un peu le Portugal. J'ai visité Porto et dans le cadre des activités euro-méditerranéennes, et je connais la faculté ou l'université libre Fernando Pessoa. Donc le Portugal est un très beau pays avec ses... Donc pour ma communication, c'est celle de ma collègue Dr Esma Garo. Elle a des problèmes de santé, elle attend son bébé, donc je vais la remplacer. Donc c'est un travail qui émane de notre équipe de recherche. Parmi nous aussi Narges Partial qui travaille sur ces problématiques et Madame Sahar qui travaille aussi sur les problèmes sur le dilemme urbanisme-paysage, c'est-à-dire pour nous, urbanisme, c'est répondre à habitat, habitation, logement, répondre au déplacement, répondre au travail, conditions de travail. Paysage, c'est plutôt la qualité, d'où on part, d'où on arrive. Donc la planification, est-ce que cette planification est consommatrice en espace-temps? Donc je commence rapidement par les principales périodes des politiques d'aménagement menées en Tunisie. En fait, chaque période a créé un paysage. Donc, pour nos amis du Portugal, nous citons trois principales périodes. Nous avons une période idéologique des années 60-70 où le paysage est un prétexte, c'est-à-dire on le met sous forme d'un prétexte, il est dans l'accompagnement. Puis il y a une période où le paysage devient une contrainte positive dans les années 90 où on met le paysage dans la planification pour que la Tunisie aura vraiment un classement avec tous les pays sur le cadre de vie, l'espérance de vie, le bien-être, etc. Donc la Tunisie a fait un effort à cette période-là. Puis une période où le paysage devient vraiment un aménagement de performance, où on cherche des éléments de cohérence, où on a fait la protection contre la pollution, le cadre de vie et préserver les ressources naturelles. Alors maintenant, on parcourt une quatrième période, la période après les années 2011-2012, où c'est une période d'hésitation, où les paysages urbains sont à plusieurs vitesses et sont chiméliques. J'espère que cette période-là sera mieux clarifiée et fait une genèse d'un paysage urbain aussi équilibré. Parmi les questions paysagères face au développement durable, c'est la relative faiblesse des rigueurs structurelles, vraiment les recours simplistes aux approches sectorielles technicistes. Et là, vraiment, je salue votre colloque, votre symposium, où la dimension culturelle, elle est très présente. Et si on veut traiter un milieu, un lieu, et vraiment essayer d'aboutir à son management, on doit respecter le culturalisme, sa géographie environnementaliste, vraiment le côté écologique, le côté projet global intégré et les aspects archéologiques. Donc ce sont des aspects très importants et non pas se précipiter vers les aspects techniques, technicistes. Et c'est ça parmi les problèmes de nos aménagements urbains. Donc le schéma classique de la consommation ou de la consommation des terres et l'étalement de la ville, mais toutefois dans nos villes, c'est plus ce modèle. Nous avons des modèles de tentacules, c'est-à-dire la ville se propage avec des tentacules qu'on appelle dans des pays doigts du gant ou gant des doigts, c'est-à-dire la ville n'est pas concentrée, elle devient sur des tentacules et ces tentacules
font apparaître des centralités. Et ces centralités ne sont pas connectées, ce qui donne un gaspillage d'énergie, un gaspillage dans la gestion, etc. Donc ça, parmi les problèmes de la mauvaise gestion d'une ville qui s'étale ou qui se développe. Ces mécanismes d'étalement font appel à plusieurs forces, à plusieurs logiques d'urbanisme, d'économie et financière, etc. Et actuellement, les interprétations donnent soit les plus nombreux ou les plus forts qui donnent ces logiques. Donc les mécanismes de l'étalement urbain et la genèse de la polycentralité posent beaucoup d'enjeux de gestion, de maintien de l'identité de ces lieux, d'où le génie des lieux, et aussi les coûts, le déséquilibre et la désorganisation d'un espace. Nous sommes dans l'idée un espace avec une bonne régulation, un bon fonctionnement donne une meilleure durabilité. Le dysfonctionnement, c'est une cause de manque de durabilité d'un milieu et de ces changements drastiques sans autant de trouver les échelles d'un cadre convenable et de durabilité. Notre approche avec ma collègue Asma Bouzgarro et Narjis Bakhtiari, c'est de travailler sur le diagnostic d'un milieu, comment interpréter les forces qui sont responsables de sa genèse, et puis confronter avec des analyses TIC d'informatique des communications, avec syntaxe spatiale, pour identifier des nouvelles échelles d'organisation plus objectives et plus rigoureuses, pour éviter de parler d'une façon arbitraire, mais au contraire donner un cadre, une matrice multi-échelle précise. Notre cas d'étude, c'est la ville de Monastir. C'est une ville arabo-musulmane, monocentrique. Elle a connu des changements accélérés, surtout après l'indépendance. Vous savez bien que Bourguiba, l'ancien président, c'est sûr, il a fait beaucoup de choses intéressantes, d'autres moins intéressantes, d'autres je ne sais pas. Il a fait de Monastir vraiment un gouvernorat à l'instar de Sousse, alors que Monastir était une commune de petite taille. Donc il a essayé de faire une accélération pour changer la commune ou le médina de Monastir en un cité très attractif. Donc il a changé le noyau traditionnel. Lorsqu'on a changé le noyau traditionnel pour que ce noyau puisse pour que les voitures puissent accéder à ces remparts, il a modifié les aspects authentiques de la ville, mais l'ancienne Médina reste un point central directionnel aussi de la pensée publique et pour la gestion urbaine. Donc, une première vision, c'est le changement de la Médina et de sa périphérie. La deuxième vision, c'est comment l'étalement urbain crée des polycentralités, comment mettre en place un dispositif, sa configuration et comment lire, interpréter et quantifier, donner des repères quantifiables pour trouver l'évolution, que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens. Le protocole global, c'est trouver l'analyse dynamique du paysage urbain avec des approches diachroniques, la forme et sa morphologie. Nous sommes dans la morphogénèse urbaine, puis la centralité et les flux, c'est-à-dire les orientations, puis des centralités, plusieurs centralités qui ont généré d'autres formes, et ces formes-là montrent parfois une manque de cohérence ou d'organisation.
Donc, on a fait recours à des lectures espace-temps, à des lectures morphologiques fonctionnelles. Globalement, pour nous, le raisonnement ou la logique, c'est la structure d'un milieu, le fonctionnement d'un milieu et ses valeurs. Nos structures, fonctions et valeurs, avec ces interactions espace, société, fonction, par des analyses rigoureuses empruntées par la syntaxe spatiale pour trouver le degré de connectivité entre les espaces et ou le degré vraiment de dispersion. Donc, on a fait ces études à partir des cartes spécialisées et on a démontré comment l'intégration et l'intelligibilité de l'ancienne configuration est relativement stable et équilibrée, alors que les nouvelles configurations donnent des tentacules avec plusieurs centralités. C'est plusieurs entités de plusieurs villes dans une ville posent parfois des problèmes d'intelligibilité, d'intégrité, etc. Donc, c'est la synthèse globale dans les années, disons, fin 50, 60. Donc, on peut détecter une intégration globale valable, des valeurs d'intégration qui sont élevées, des intégrations locales. Donc, il y a une synergie, une cohérence qui converge vers la Médina, comme on le montre ici. Et puis, dans les résultats de la dernière période, on voit une intégration un peu molle, des choix et plusieurs vitesses qui construisent la ville. Et on voit des centralités multiples qui suivent les routes qui lient Mehdi et Kharouane. Tout ça, ça donne une autre occupation socio-spatiale de la ville et de son évolution. Donc, avec ce travail, nous avons essayé de faire cette logique. Là, je suis partisan de la caractérisation morphogénétique d'un site, c'est-à-dire la genèse d'un site sur le plan temps-espace, forme, fonction et valeur, les discordances et les indicateurs de croissance. Juste, j'ouvre une parenthèse qui est très loin de notre communication, mais elle est très proche de notre colloque, pour vous dire comment la démarche scientifique est très importante. Donc, même, on n'a pas beaucoup de résultats, mais la démarche, la méthode est très utile. En fait, nous avons Sebra Kelbeya près de Sousse. Sebra Kelbeya, elle a été programmée pour une décharge publique pour la ville de Sousse et la ville de Kharouane. Une étude paysagère qui a été menée sur cette Sebra a démontré qu'il y a des vestiges de ceinturation. Donc c'est de l'archéologie. Et on a démontré ces phénomènes-là, ils ont arrêté le projet. Donc avec la science, on peut être optimiste pour mieux gérer nos espaces. Mais il faut que le brassage des méthodes ait trouvé des complémentarités. Donc ça, les centralités classiques ou les pôles de polarité, alors qu'on a des centralités de tentacules. De ce qui précède, nous espérons que la méthode de la syntaxe spatiale donne vraiment une rigueur pour expliquer les formes fragmentées et leur évolution, comment ces nouvelles centralités s'expriment, comment ils peuvent être en connexion ou déconnexion, quels sont leurs facteurs de cohérence. Donc, pour nous, c'est comprendre ces évolutions et comment cette relation reste vraiment forte entre les services, les équipements et les centralités générées. Donc, c'est vrai, avant ma conclusion, je dis que l'espace dévoré par les processus d'urbanisation sont surtout aux dépens des espaces agricoles. L'espace agricole, c'est le parent pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une infrastructure existante et l'urbanisation essaye
de grignoter sur quelque chose qui est existant pour faire l'étalement, alors qu'il est temps, avec votre colloque, et j'espère qu'on trouvera un glossaire commun ou une terminologie commune où la ville qui change, qui se transforme, respecte sa périphérie, respecte les identités et l'esprit des lieux, des zones avoisinantes de proximité, et donner une organisation d'une ville et non d'un stock foncier. Donc, pour la conclusion, la problématique paysagère, à notre avis, elle est incontournable. Le paysage, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le paysage, on a un paysage de départ et on a un paysage d'arrivée, ce qui donne son multisens, mais ça va donner une complémentarité et une vision pour mieux comprendre ces sites, que ce soit dans le cadre urbain, périurbain ou rural. Donc, les accélérations des villes littorales posent beaucoup un problème. Il y a une recherche actuelle par ma collègue Bakhtiari qui a publié dans une revue avec un beau impact où on voit la dualité croissance-qualité et espace doit être gérée avec plus de rigueur. Donc notre approche, j'espère qu'on puisse les partager. C'est une approche menée par Asma Ousgarou et les collègues. Comment digitaliser les espaces, comment comprendre leur évolution pour un management, pour une bonne gestion cohérente et durable. Et voilà, j'espère que ma communication est dans le même contexte de vos pensées. Je n'ai pas trahi vos pensées, mais l'autre point, c'est travailler sur le contemporain, c'est-à-dire le synchronique maintenant, parce que c'est urgent de voir cette évolution qui nous déborde et qui vraiment qui fait des excès, des abus, et pourquoi des situations très chimiques. Nous, on s'intéresse au paysage d'hier, que faire aujourd'hui pour un paysage de demain. Ces trois dimensions sont liées par votre concept de votre colloque, Génie des dieux, et je vous remercie. Merci, s'il vous plaît. Une remarque qui va un peu souligner l'intérêt de notre communication, je pense pour tout le monde, c'est surtout de mettre le point sur le dépassement de cette contradiction qu'on a souvent eu l'habitude de faire entre l'urbain, c'est pas le rural, c'est l'anti-rural. Donc c'est ça ce qui a causé toute la problématique de ce paysage urbain qu'on est en train de perdre de concept. Ça c'est juste, donc la notion de paysage, c'est ce qui va permettre peut-être de dépasser cette contradiction qui aujourd'hui n'a pas lieu. Ça c'est juste une remarque. Après ma question, vous dites que vous utilisez l'aspect syntaxe spatiale. Vous la présentez comme une méthode. Alors moi je la connais comme étant plus une technique, un outil. C'est un outil. Donc ma question c'est l'outil de la syntaxe spatiale, vous l'utilisez dans quelle approche, dans le contexte de quelle approche? En fait, ça s'apprête à plusieurs approches. En fait, je rejoins ta réflexion aussi pertinente. C'est le cloisonnement entre urbain, périurbain, rural. C'est vraiment, c'est faux, et ça donne des aménagements, des pseudo-aménagements, des aménagements à terme pour des conflits. Donc, une vision intégrale, holistique, avec des complémentarités, c'est une piste mieux rigoureuse. Pour l'analyse syntaxe spatiale, ma collègue Martia a fait la même chose avec d'autres indicateurs sur la ville de Genève. C'est une étude avec l'Université de Brest, l'Institut naval de Brest. C'est chercher sur la base des 4
quatre principaux paramètres où le paysage peut être performant ou défaillant, à savoir la fréquentation d'un lieu, l'attractivité d'un lieu, le service ou les possibilités de la mixité homme-femme, puis comment ce lieu respecte la biodiversité. Ces quatre indicateurs ou paramètres seront plus ou moins substitués par des analyses vectorielles, mathématiques, puis travailler la carte syntaxique pour travailler sur l'intégration, le choix, la connectivité, c'est-à-dire, en d'autres termes, on essaye de convertir l'espace en des paramètres, en déterminants qui empruntent les mathématiques pour les retravailler dans l'analyse spatiale. C'est pour trouver des évolutions, des paramètres qui peuvent prédire, expliquer et prédire. Et après, l'interprétation, elle se fait dans un contexte de sciences humaines ou dans un contexte qui va rester purement mathématique, parce que c'est ça où c'est la problématique. Le syntaxe spatial nous offre des indicateurs rigoureux et vraiment la carte classique devient une carte syntaxique, mais toute la discussion se base sur la qualité des paysages, comment il y a une perturbation, comment il y a une organisation, comment doivent trouver des indicateurs d'une gestion différenciée, tout ça. Donc, ce sont des outils, même syntaxe spatiale, c'est un outil, c'est pas la finalité. Ça va être une étude sociologique. Oui, il y a des enquêtes, parce que J'imagine. oui, il y a des enquêtes pour confronter l'espace aux paramètres et parmi les questions, qu'est-ce que vous souhaitez voir dans le site d'ici 2030, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a Des projections. mais ça se transforme en aspects vectoriels avec Brest. Hein. Ce sont des Il y a toujours l'outil mathématique et tout ça, il faut le faire. Voilà. Oui, mais c'est intéressant la syntaxe spatiale parce que moi je l'ai utilisé dans mes approches. Donc c'est un outil qui est assez récent, ça date d'une vingtaine d'années ou un peu plus, donc qui permet de passer exactement d'une complexité de paramètres un peu éparables à donner des éléments mathématiques. Et les mathématiques, ça facilite la vision globale. Pour ceux qui comprennent les Après, mathématiques. toute la difficulté. Non, mais c'est simple, les mathématiques. Il faut comprendre l'essence des choses. Moi, je suis mathématicienne, je défendrai toujours les mathématiques. Mais c'est surtout, toujours la problématique se posera toujours dans l'interprétation et l'interprétation des résultats de la syntaxe spatiale. Elle a toujours été attaquée, l'aspect spatial. Je peux terminer par un petit mot. En 5 minutes, en gros 5 minutes. Nous, on essaye d'aller vers l'intervention. Voilà, merci. Comprendre avant d'interpréter. Nous, Oui, merci. Je remercie M. Rep pour sa communication. Je pense que la ville de Monastir est parmi les villes les plus commodes, je pense, de la Tunisie. Donc c'est agréable, c'est surtout la partie. Comme on dit, le bonheur des uns et le malheur des autres. On sait, peut-être, vous savez bien que tout un quartier a été rasé. Tout un quartier entre Qasr al-Ribat et l'actuelle mosquée, donc ça a été rasé. Donc là, aujourd'hui, on trouve c'est un espace agréable, là. Mais ça a été au détriment voilà, d'un espace. Donc voilà, et c'était l'époque. en dernier lieu, je